L'émission Philosophie sera aujourd'hui consacrée à l'actualité de Platon et du platonisme. Les invités en sont, aux côtés de Blandine Kriégel, le docteur Marielle David, psychanalyste et pédopsychiatre, l'historien et géopoliticien Alexandre Adler, le doyen de philosophie François Guéry, ainsi que votre serviteur Alexis Lacroix. Aristote et Platon. Platon est-il seulement un philosophe ancien, trop ancien, que nous ne connaissons par son idéalisme, la théorie des idées, ou par sa conception de la République? Peut-être pas tout à fait. Nous allons lire un texte issu du Timée, l'un de ses grands dialogues, que l'on pourrait intituler « Le monde est écrit en langage mathématique ». D'abord la forme, l'idée immuable, qui n'est pas née et ne périra pas. Il existe un second genre, les corps engendrés, toujours en mouvement, connaissables par la sensation. Il y a enfin un troisième genre, l'espace, connaissable par le raisonnement. Lorsque Dieu entreprit d'ordonner le tout avec le feu, l'eau, la terre et l'air, il est évident que le feu, la terre et l'air sont des corps. Il commença par leur donner une configuration distincte des idées et des nombres pour les assembler de la manière la plus belle et la meilleure. Les corps ont toujours de la profondeur, enclose par la surface, et toute surface est composée de triangles. Tous les triangles dérivent de deux triangles, dont chacun a un angle droit. Telle est l'origine que nous assignons au corps. La chose à expliquer ensuite est la forme que chacun d'eux a reçue et la combinaison du nombre dont elle est issue. Il faut se représenter ces éléments, les triangles, comme si petits qu'aucun d'eux pris à part n'est visible à nos yeux. Il faut penser que le Dieu, dans la mesure où la nature s'y prêtait volontairement, les a partout réalisés avec exactitude et a ainsi tout ordonné dans une harmonieuse proportion. Alors ce texte n'est pas évidemment dans la suite des annotations les plus courantes et les plus communes sur la philosophie de Platon, puisqu'on insiste davantage sur son idéalisme, sur sa doctrine politique de la République, où les philosophes sont rois. D'ailleurs, sa doctrine politique est assez peu démocratique. Karl Popper avait dit qu'elle était peut-être l'un des modèles des sociétés totalitaires. Pourtant, il faut bien reconnaître que dans l'histoire du succès du platonisme, notamment à la Renaissance, dans l'astrophysique, mais d'aujourd'hui et aussi chez les mathématiciens d'aujourd'hui, c'est ce texte qui a connu le plus vif succès, et d'abord au moment de la révolution de la physique moderne, avec la proclamation de Galilée, le livre du monde est écrit en langage mathématique. Une idée tout à fait consonante avec cette idée de Platon que le texte évoque, selon laquelle le triangle est l'élément fondamental de la réalité. Alors, que faut-il retenir de ce texte ? Trois genres constituent le monde. Je ne sais pas si le texte a été vraiment audible au moment où il a été prononcé ce matin. Les idées, la forme ou l'âme chez les hommes, les corps et l'espace-temps. Deuxièmement, que le monde, c'est-à-dire ces trois genres, a été combiné par Dieu selon le principe du meilleur, un principe moral. Troisièmement, que les corps sont composés d'éléments invisibles, géométrisables et calculables, les triangles, assemblés, dit Platon, dans une proportion harmonieuse. Enfin, qu'il existe une participation à partir du nombre, avec le nombre, entre l'âme et le corps. Alors donc c'est ce texte qui a enthousiasmé les physiciens modernes qui voulaient mathématiser la physique, qui aujourd'hui fait partie de nombreuses discussions mathématiques. Et je vais poser donc une première question à Alexandre Adler. Cher Alexandre, au sortir du Moyen-Âge, le Moyen-Âge était essentiellement aristotélicien, la Renaissance s'est tournée avec enthousiasme vers Platon et le platonisme. C'est vrai d'ailleurs de ces philosophes, Marcille Ficin, Pic de la Mirandole, mais aussi, je viens de le dire, des physiciens comme Galilée, et avant Galilée, Nicolas Copernic, ou moins connu, Paolo Toscanelli ou le cardinal Nicolas de Cuse. Il y a également, Alexandre, tout un courant ésotérique, occultiste, néo-platonicien, étudié d'ailleurs avec ferveur par la grande historienne anglaise Frances Amelia Yates, qui s'est réclamé de Platon dans ce qu'on appelle la magie de la Renaissance, qui a redécouvert en même temps que le platonisme la Kabbale. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Alexandre ? Et oui, c'est un des sujets sans doute les plus complexes à démêler et les plus passionnants.
car en réalité, il s'agit à la fois d'une réhabilitation de la pensée de Platon. C'est pour cela que ce n'est pas une manipulation, ce n'est pas on dit Platon pour dire autre chose. Non, il s'agit véritablement d'une redécouverte et d'une redécouverte humaniste à une époque qui apprenait véritablement, réapprenait un grec qu'elle avait oublié, de la philosophie platonicienne dans sa pureté et dans sa radicalité. C'est une philosophie, comme vous l'avez évoqué, totalement radicale à l'intérieur de la cité grecque. Et je dirais que, exactement comme... puisqu'on dit du mal de Platon, je vais en dire quand même un peu de bien. On dit que Platon... On dit aussi beaucoup de bien. Oui, il était contre la démocratie, mais il était tout contre. C'est-à-dire qu'en réalité, il combat à l'intérieur de la démocratie athénienne dont il répudie la démagogie, comme il l'appelle, etc. Mais il la combat par les moyens démocratiques, déjà. Par les moyens du dialogue et par les moyens de la conviction. Donc ce n'est pas véritablement le Platon totalitaire que l'on évoque. Et c'est un vrai Platon. Mais bien évidemment, lorsque l'on dit Platon dans l'époque de l'Inquisition, où des déclarations de judaïsme ou de sympathie juive pouvaient quand même coûter la vie et conduisaient au bûcher pour un certain nombre de personnages qui étaient particulièrement gênants, quand on dit Platon, on dit à la fois Platon et on dit à la fois la Kabbale, bien entendu. Car toute la tradition juive du Zohar, qui a couru pendant tout le Moyen-Âge, notamment en Espagne, et ensuite a fait éruption en Italie, c'est une pensée kabbaliste qui réhabilite la Kabbale, qui essaie même de dire que la Kabbale étant antérieure à la répudiation par Israël du nom de Jésus est en réalité une approche de ce que va devenir le christianisme. Je passe sur l'apologétique. Elle n'est pas si importante que de dire que quand on dit Platon et le platonisme, on réhabilite aussi le kabbalisme. Et dans la Kabbale, bien entendu, cet élément absolument indissociable et qui a dû se dissocier ensuite, à la fois que le monde est lisible dans les mathématiques. Oui. Et c'est la mathématisation du monde. Galilée vient évidemment de ce courant. Et de l'autre côté, eh bien aussi que l'idée d'infini. Le monde, oui, est infini. Il y a voilà ces deux idées effectivement qui sont kabbalistes incontestablement. L'idée du monde infini et l'idée que le monde au fond repose sur le nombre mènent à une sorte d'équivalence entre les courants néoplatoniciens et les courants kabbalistes. C'est ce qu'a expliqué Franz Zietz. Et c'est ce que disait Spinoza, mais lui aussi avec la prudence marane qu'il avait apprise des persécutions de son peuple, à la fois en Espagne, au Portugal, et potentiellement même en Hollande. Et donc, Spinoza aussi a utilisé ce langage un peu codé qui lui vient de son maître, le seul dont il se réclame tout le temps, le grand rabbin de Saragosse, Hasdai Crescas, qui était lui-même un kabbaliste évidemment éprouvé, et un défenseur de la mathématisation du monde à travers, d'ailleurs, à la fois des aspects très rationalistes et des aspects très mystiques, puisqu'il y avait toute la guématria, où on essayait de retrouver des étymologies, enfin bon. Je passe sur les aberrations de tout cela et le côté magique qui existe, mais qui était l'aberration naturelle pour créer cette espèce de force extraordinaire de révélation du vrai. De faire revenir des idées qui avaient été marginales, récessives dans l'Antiquité. Comme le dit un grand sage du 19e siècle, Tarklit à Geulat, Geulat à Emet. Le véritable but de la libération, la Geoula, l'émancipation à laquelle nous attendons tous le retour du Messie, eh bien c'est l'émancipation du vrai. Une phrase d'une extraordinaire profondeur et qui est effectivement la véritable passion de Spinoza, mais la véritable passion déjà de tous les kabbalistes dont on se réclame déjà au XVIe siècle, au temps de Galilée. Alors revenons à Platon et surtout aux mathématiques. Alors voilà la question que je voudrais vous poser, François Guéry. Aujourd'hui, au fond, la question qui est en discussion, c'est est-ce que les mathématiques sont indépendantes de la pensée? Est-ce qu'elles sont dépendantes, de la pensée? D'ailleurs, des
discours ou est-ce qu'elles sont, au fond, quelque chose dans la réalité? Bref, des constructions ou l'arcane du monde, des postulats ou des réalités. Alors je vous pose cette question parce que c'est un sujet de discussion qui est évidemment tout à fait actuel, qu'on rencontre chez des mathématiciens, hier chez Leibniz, aujourd'hui chez Hilbert, chez Frege. Ce dernier, d'ailleurs, considéré comme un platonicien typique. Je sais que vous vous êtes intéressé à Frege, François. Oui. Alors, le platonisme régnerait-il en logique et en mathématiques ? Et au fond, à travers la résolution ou la discussion de ces questions, de savoir si les objets mathématiques, les nombres, ont une existence indépendante de nos constructions mentales. Est-ce que vous pourriez, François, nous éclairer sur ce point ? Ça, je ne sais pas. Alors, dites-nous ce que vous en pensez. Si on s'appuie simplement sur le texte, qui est très mystique, enfin, qui est comme un secret du monde, oui. La réalité n'est mathématique que sous deux réserves, à mon avis. Je prends le texte du Timée. Allez-y. D'abord, ce n'est ni arithmétique ni algébrique, c'est géométrique. Et donc, ces triangles sont comme les composantes, non pas ultimes, puisque ce qui est ultime, c'est l'espace même et les éléments. Mais les formes ont une forme de triangle. Alors, je ne pense pas que ce soit la véritable source du pythagorisme de la science moderne. Galilée cherche plus si on peut dire, des algorithmes, enfin, des formules de la réalité. D'un autre côté, le Timée est un texte qui a effectivement été considéré comme une sorte de secret révélé de l'univers, mais pas seulement. Aussi, en remontant très loin, Platon raconte l'histoire de l'Atlantide, de l'effondrement de ce continent mythique. Donc le Timée est un drôle de texte. Et en un certain sens, le platonisme, à mon sens, est une chose, le Timée peut-être en est une autre, mais ça c'est une autre question. Alors moi je me suis intéressé, pour répondre à votre question, à la fameuse lettre 7 que Platon adresse à un moment donné à la famille de Dion, le complice ou ami, puis ennemi du tyran de Syracuse. Et donc, Platon se livre à une sorte de confession concernant sa propre méthode, si on veut, et il prend un exemple mathématique. C'est celui du cercle, cette figure géométrique. Alors, il dit que pour comprendre ce qu'est un cercle, il faut parcourir 5 niveaux. Il y a son nom, qui pourrait aussi bien s'appeler circonférence ou sphère, bon, peu importe. Il y a sa définition. Ce sont on dirait en langage moderne, le lieu géométrique de points qui sont à égale distance d'un point donné, qui est le centre du cercle. Il y a ensuite l'image, c'est-à-dire le cercle qu'on dessine. Et ça, ce sont, si on veut, les conditions nécessaires, mais pas suffisantes. Et alors, on entre ensuite plus dans la conception proprement platonicienne. Il y a ensuite la science, qui est absolument distincte des 3 éléments qu'on vient d'indiquer. Il y a ensuite la science, et il y a ensuite, et c'est là que, à mon sens, il y a un platonisme vivant, éternellement, si je puis dire. Il y a ensuite la chose même, c'est-à-dire le cercle dans sa vérité. Donc Platon pose qu'il n'y aura de science que si elle accède à une vérité qui est ce qu'est le cercle. Et il donne un exemple, Si vous me permettez, François, je vous interromps juste un moment pour dire que là, vous nous avez exposé, avec le brio qui est le vôtre, la structure, au fond, de la connaissance des dialogues platoniciens, n'est-ce pas ? Oui. Mais évidemment, là, dans le texte du Timée, que vous avez l'air de vouloir mettre un peu de côté, dans le texte du Timée, c'est de la chose même dont on parle, n'est-ce pas ? De la chose même. Alors, et de la façon dont elle est, du monde, n'est-ce pas, du monde. Non, alors la chose même, oui et non. C'est-à-dire que il y a quelque chose de très largement mythique dans cette idée que nous pourrions raconter comment le démiurge, parce que je crois que c'est quand même le nom qui convient quand le démiurge a affaire à une matière préalable, à un espace préalable, et qu'il lui impose certaines formes. Donc c'est extraordinaire, si on veut, de pouvoir décrire comment le démiurge fait le monde. Oui, mais c'est ce qu'il fait dans le Timée. C'est exactement ce qu'il fait. Oui, puisqu'il dit comment il dit. Il le fait sur un mode qui est assez largement, si on peut dire, mythique. Non, mais c'est une pierre que vous jetez dans le jardin du Timée, mais on peut le prendre à la lettre, comme nous le prenons, et voir les choses autrement. Puisque au contraire... sur la mathématique, je finis juste la chose qui concerne le cercle. Oui. Il dit la chose suivante qui est extraordinaire. Dans l'image,
Comment est-ce qu'on décrit un cercle ? Par exemple, on attache un clou, une ficelle, avec un crayon au bout, et on tourne comme ça. Donc il y a une ligne droite, puisque on tire sur la ficelle, c'est une droite qui détermine le circulaire. Or, Platon fait cette remarque que je trouve extraordinaire, le cercle est circulaire. Il ne peut pas être une ligne. Pourtant, il dit autre chose dans ce texte du Timée, puisque il dit que en fait tous les triangles, il y a une surface, n'est-ce pas, qui est composée de triangles, et qu'il faut se représenter non seulement la forme que chacun d'eux a reçue, mais la combinaison du nombre dont elle est issue. Donc vous avez évacué bien vite l'arithmétique qui est présente dans ce texte. Alors là, je voulais aussi ajouter une remarque sur le caractère très spécial du Timée, c'est qu'il ne se demande pas seulement comment est le monde, mais il se demande pourquoi il est comme il est. Question que Leibniz a évidemment complètement reprise, puisqu'il part du principe que c'est harmonieux. C'est pas simplement comme ça, si on veut. Le monde n'est pas comme ça. Il est harmonieux, et c'est ce secret que Platon cherche, puisqu'effectivement, le démiurge est inspiré par le bien, de la même façon que tous ceux qui aiment la vérité. L'harmonie est aussi une proportion, une harmonieuse proportion. Il n'y a pas simplement le principe du meilleur. C'est la notion même du pythagorisme. Il y a bien entendu, il y a la proportion. Un mot sur Frege, effectivement, parce que Frege a en quelque sorte étagé des mondes, et le monde des entités logiques et mathématiques a sa propre réalité, sa propre nécessité interne, et donc quand nous parlons mathématiques, nous n'avons pas à nous référer au monde de la pratique, au monde sensible. C'est l'idée de Frege que Popper a d'ailleurs pas mal reprise. Mais alors, vous ne répondez pas tout à fait à la question que je vous ai posée. Est-ce que les objets mathématiques, selon vous, et selon les mathématiciens que nous évoquons, par exemple, nous n'avons pas fait droit à la position de Cantor, mais est-ce qu'ils ont une existence indépendante de nos constructions mentales ? Est-ce qu'ils dérivent, n'est-ce pas, de notre discours, de notre construction intellectuelle, ou non ? Alors, Platon fait une réponse dans sa fameuse lettre 7. L'intelligence est ce qui est le plus proche de l'essence mathématique des choses, ainsi d'ailleurs que de l'essence de toute chose, si on veut. C'est l'intelligence, et donc les objets mathématiques sont, si on veut, dans l'âme. Voilà sa réponse. Voilà. Alors maintenant, d'où procède l'âme ? Merci, c'est un éclaircissement très important. Alors, je vais me tourner vers Marielle David, et je vais changer de dialogue, Marielle, si vous le voulez bien, pour évoquer le Ménon, ou Socrate, qui fait venir un jeune esclave de son interlocuteur Ménon. Il lui propose d'abord des questions simples d'arithmétique, il y a aussi de l'arithmétique, n'est-ce pas, dans le platonisme, puis de plus en plus compliqué de géométrie, et il démontre par là que le raisonnement de Ménon est aussi de l'esclave de Ménon, pardonnez-moi, est aussi exact que celui que pourrait avoir Ménon. Qu'il existe au fond pour une dimension, disons, universelle, en tout cas dans l'humanité, pour les mathématiques, du raisonnement mathématique, il est vrai pour tous les hommes. Et il ajoute aussi, Socrate, qu'apprendre, c'est se ressouvenir, puisque, dit-il, l'expression est extrêmement belle, les raisonnements de l'esclave se réveillent en lui comme dans un songe. Bref, Socrate tire la science de son propre fond. L'esclave tire la science de son propre fond. Et pour Socrate, l'explication n'est qu'il a contemplé auparavant, n'est-ce pas, dans un ailleurs, l'âme du monde. Alors, je voudrais savoir si, au fond, la psychanalyste en pense ou en tire quelque chose de ces observations. Oui, je crois qu'elle en tire beaucoup de choses. Elle en a tiré beaucoup de choses, car évidemment, nous sommes là pour parler de l'inconscient qui a été révélé par Freud en tant que tel, et pourtant, c'est là qu'on va voir qu'il y a une petite nuance. Alors, bien évidemment, toute cette question du calcul par ce qui est tout petit, par ces tout petits triangles, et rappelle le calcul infinitésimal qui a été trouvé par Leibniz et Newton. Mais Leibniz, et c'est ça qui est passionnant, ne s'est pas contenté de cela, il l'a lié à sa conception de ce qui est l'être humain, il l'a appelé le tissu de l'être, c'est-à-dire que le tissu de l'âme, excusez-moi, le tissu de l'âme. Autrement dit,
cet élément, pour lui, fait partie de ce qui est en dessous. Pour Platon, il y a l'idée qui est au-dessus. Et ce qui est intéressant comme question, c'est de savoir, est-ce que la mathématique est en dessous? Autrement dit, ces petits triangles font partie de ce qui est en dessous, comme, si on veut parler comme Freud, de surmoi, c'est l'idée, le ça, c'est ce qui est en dessous, et donc ces petites différences qui amènent au tissu de l'âme. Alors, par ailleurs, évidemment, cette question de la mathématique, qu'elle soit liée à ce que, en termes lacaniens, on peut appeler le réel, ce qui est en dessous, et pour Leibniz, lié aussi, et c'est le premier à l'avoir utilisé, à l'inconscient. Oui. Voilà, ça c'est très intéressant. C'est lui quantités infinitésimales, par conséquent, des petites quantités on peut évanouissantes. penser que tout ce qui est mathématique revient à revenir avant, c'est-à-dire au moment de l'enfance. Car évidemment, nous ne parlerions pas aujourd'hui de l'islam, mais de l'enfant. C'est l'enfant, c'est se souvenir de ce qui s'est passé dans l'enfance. Oui. C'est ça qui compte. Et par conséquent, on peut dire que le chiffre, en effet, a une partie inconsciente, puisque le 1 est essentiel à la structure de l'inconscient dans la mesure où c'est par le 1 qu'on se sépare de l'autre. C'est extrêmement important. Et Lacan s'est énormément intéressé à la mathématique parce qu'il s'est intéressé à la fin de sa vie à ce qui est avant le langage. C'est-à-dire à ce qu'il a nommé le réel, à toutes ses sensations, à tout ce qui est lié aux sensations et qui n'est pas sans lien avec justement les éléments mathématiques. Et d'ailleurs, les enfants commencent par apprendre à compter très tôt. Et moi-même, par exemple, qui apprends le chinois actuellement, eh ben, les premières choses que j'apprends, c'est à compter. Mais alors, je vous arrête une minute, parce que le réel, pour Platon, ce n'est pas connaissable. Le réel mathématique n'est pas connaissable par la sensation. Il est connaissable uniquement par le raisonnement, justement. Oui, alors justement, c'est par le raisonnement, et peut-être que, en effet, il faut raisonner pour penser mathématique, mais c'est articulé au reste. C'est articulé au reste, et je pense que le mathématicien, c'est celui qui en arrive à l'abstraction première de l'être. Il fait de l'être une abstraction à partir de laquelle il peut penser. Merci beaucoup, Marielle. Alors, ma dernière question est à Alexis Lacroix. Cher Alexis, pensez-vous que de telles réflexions sur la réalité des idées, des mathématiques, puissent intéresser autres que des mathématiciens de profession, et que d'une certaine façon, tous les humains, au fond, se demandent si les idées que nous avons ont un rapport avec le monde tel qu'il va? Alors, chère Blandine, évidemment, en 30 secondes, ça va être assez difficile d'évoquer cette ouverture que vous proposez pour cette très belle émission dont on veut vous remercier. Évidemment, oui, bien sûr, au XXe siècle, des esprits aussi éminents que Einstein ou Niels Bohr se sont emparés de ces problématiques platoniciennes qui sont plus que jamais actuelles, naturellement. Mais Monsieur Tout-le-Monde, est-ce que Monsieur Tout-le-Monde se pose cette question? Eh bien, nous referons une autre émission avec vous, chère Blandine, peut-être pour y répondre. Je suppose qu'effectivement, de plus en plus, la conscience progresse, que le réel tout entier est mathématisable.